Si vous êtes un amateur de cinéma d'horreur, vous connaissez certainement le personnage de Pinhead, le personnage qu'on voit ici avec les épingles dans le visage. C'est tiré de la série Hellraiser, une des séries de films d'horreur les plus étonnantes, sortie de l'imaginaire de Clive Barker, qui était un écrivain anglais qui a décidé de se lancer dans le cinéma et qui a sorti en 1987 une des séries de films qui va littéralement changer la face du cinéma d'horreur. Aujourd'hui, au Ciné-Club de Rico, on explore l'univers étrange et très particulier de la série Hellraiser. J'ai tellement de choses à vous montrer dans un instant au Ciné-Club de Rico. Of experience, demons to some, angels to others. It was a mistake. I didn't mean to open it. It was a mistake. You can go to hell. We can't. Not alone. You solved the box. We came. Now you must come with us. Taste our pleasures. Pour nous, les jeunes qui tripaient sur le cinéma d'horreur dans les années 80, on était pas mal gâtés parce que on manquait pas de films d'horreur à aller voir au cinéma. Hein. Faut dire que les années 80 avaient été précédées par une décennie qui avait offert des très très grands films d'horreur. On avait vu dans les années 70 l'arrivée de Texas Chainsaw Massacre, de Tobe Hooper, de Jaws de Steven Spielberg. Il y a eu également L'Exorciste de William Friedkin, Black Christmas de Bob Clark. Mais évidemment, un film qui a marqué vraiment la fin des années 70, c'est le Halloween de John Carpenter, qui a lancé vraiment la vague des tueurs en série au cinéma, qui l'a vraiment popularisé au point d'en faire des blockbusters que les gens couraient aller voir au cinéma. C'était des films qui coûtaient pas tellement cher et qui rapportaient gros pour les studios. Donc, un film comme Halloween qui coûtait peut-être 1 million en rapportait 80-90 millions au box-office. Donc, c'était énormément de profit pour les studios qui voyaient dans le cinéma d'horreur vraiment une banque à pitons. Hein. On pouvait investir une petite somme d'argent dans un film à petit budget et rapporter énormément de sous. Donc, c'est pour ça qu'au début des années 80, on a vu une tonne de slashers sortir au cinéma. Premièrement, la série Friday the 13th de Sean S. Cunningham qui avait contribué avec Wes Craven sur le film La dernière maison sur la gauche. Qui avait été un film notoire des années 70. Et Wes Craven va faire sa propre série avec Nightmare on Elm Street. Mais il y a eu beaucoup d'autres slashers dans les années 80. Sleepaway Camp, The Burning, The Prowler. Ça pullulait dans les cinémas, les films de slashers. C'était le genre que les gens aimaient aller voir au cinéma. Un tueur en série qui attaquait des adolescents qui souvent faisaient des choses qui n'étaient pas correctes, genre coucher ensemble, fumer un joint. Bref,
on faisait payer les péchés des adolescents avec un tueur en série. C'était un peu la trame de tous ces films-là. Il y a un film d'horreur qui va sortir un peu des sentiers battus, qui va sortir en 1987, qui est réalisé par un auteur de romans britannique qui est un touche-à-tout, qui a réussi à peu près dans tout ce qu'il a essayé, il l'a réussi. On parle de Clive Barker avec la série Hellraiser qui va sortir de son imaginaire un peu tordu, faut le dire. On voit un personnage ici qui va devenir iconique dans l'histoire du cinéma. Un personnage qui est joué par un acteur anglais qui s'appelle Doug Bradley. Pinhead, qui est une espèce de démon venu des enfers, qui est activé par un cube. On le voit dans ses mains, il y a un genre de cube un peu bizarre, qui est un cube qui a été, selon la genèse de Hellraiser, fabriqué par un ingénieur français au 18e siècle. Il était un inventeur qui a fabriqué ce cube-là pour un duc qui était amateur de magie noire. Et le cube a pour fonction d'ouvrir les portes vers l'enfer. Hein? Et quand on ouvre les portes vers l'enfer, eh bien, il y a des prêtres, littéralement des prêtres de l'enfer qui viennent s'emparer de votre âme, qui viennent vraiment vous déchiqueter en morceaux pour vous faire connaître des sensations inédites. C'est une idée qui est un peu spéciale, mais le personnage de Clive Barker est spécial. On va en parler un petit peu. Clive Barker, c'est un gars qui est né en Angleterre en 1952. Un gars qui avait énormément de talent. Au cours de sa carrière, il va faire plein de choses, Clive Barker. Notamment, il va écrire de nombreux romans qui vont être très populaires. Il va faire des films. Il va faire de la peinture. Il va faire du dessin. Il va participer à l'élaboration de jeux vidéo. Et là, j'en passe. Là. Il a fait énormément de choses dans sa carrière. Toutes des choses qu'il a réussi à différents niveaux, mais il y avait du talent dans plusieurs domaines. C'est un artiste multitalentiste. Donc, l'aventure de Clive Barker commence à 14 ans quand il va faire sa première nouvelle, The Wood in the Hills. Donc, 14 ans, il va écrire sa première nouvelle. Ensuite, il va être fasciné par la littérature fantastique, les livres de Edgar Allan Poe et tous les auteurs fantastiques qui étaient populaires à cette époque-là. Il va toucher un peu au cinéma, il va faire des courts-métrages aussi dans les années 70. Il va en faire un qui s'intitule Salomé et un deuxième qui va servir de matériel plus tard pour un film qui va s'intituler Candyman. C'est un court-métrage qui s'intitule The Forbidden, qui va reprendre plus tard dans dans un livre qui est un recueil de courtes nouvelles qui s'appelle Book of Blood. C'est une série de romans. Il va y avoir 6 tomes au total ce sont des recueils d'histoires de Clive Barker sur lesquels va figurer entre autres The Forbidden, qui va servir de matériau à faire plus tard Candyman. Donc Clive Barker qui va devenir plus tard le scénariste de Candyman 1 et 2. Faut le dire aussi, des films qui sortent un peu des sentiers battus de ce qu'on voyait dans les années 80, ça va devenir également des gros succès. Clive Barker va à l'université étudier en littérature anglaise, en philosophie. Il va faire du théâtre aussi. Hein. Il va écrire des pièces de théâtre, des pièces comme Frankenstein in Love, The Secret Life of the Cartoons. Il va écrire de nombreuses pièces de théâtre qu'il va mettre en scène. Il va les écrire, faire la mise en scène. Et il va fonder en 1978 une compagnie théâtrale qui va s'appeler The Dog Company. Il va rencontrer des associés qui vont devenir des collaborateurs avec lesquels il va travailler souvent dans le futur. Notamment Doug Bradley qui va devenir Pinhead dans Hellraiser, qui est un acteur qui va travailler beaucoup avec Clive Barker, qui va devenir l'acteur principal de plusieurs de ses pièces de théâtre. Il va devenir ami aussi avec un gars qui s'appelle Peter Atkins, qui va écrire avec lui certaines des pièces de théâtre. Peter Atkins, il va collaborer plusieurs fois avec Clive Barker, notamment sur l'écriture de 3 suites de Hellraiser. Les 3 premières suites, c'est Peter Atkins qui va les écrire. Donc, il fait son chemin tranquillement. Il va commencer à publier des romans. Il va avoir notamment l'approbation de Stephen King qui lit ses romans et qui voit en lui le nouvel auteur
du cinéma d'horreur. Il va vraiment encenser le talent de Clive Barker et ça va contribuer, ça, à le mettre sur la carte. Et la véritable aventure de cinéma de Clive Barker va commencer en 85 avec un réalisateur anglais qui s'appelle George Pavlou, qui va lui commander 2 scénarios pour des nouvelles qu'il a écrites dans ses recueils de Book of Blood. Le premier, c'est un film qui va s'intituler Transmutation, qui est connu également sous le titre de Underworld. George Pavlou va voir Clive Barker, il dit « J'aimerais ça que tu me fasses 2 scénarios à partir de courtes nouvelles que tu as fait. » Il va accepter de travailler avec George Pavlou parce que Clive Barker, ça l'intéresse le cinéma. Il voit ça un peu comme une porte d'entrée. Donc, il décide de travailler avec George Pavlou. Il va faire le scénario de Transmutation. Faut le dire tout de suite, c'est pas un grand film. Ça raconte grosso modo l'histoire d'un scientifique qui est joué par Denholm Elliott, là, qui jouait dans Raiders of the Lost Ark. Et il faisait le personnage de Marcus Brody dans Raiders of the Lost Ark. Là-dedans, il fait un scientifique fou, un peu un genre de Dr. Frankenstein qui va tester des drogues sur des humains. Ça va les transformer littéralement en mutants. Ils vont devoir se réfugier dans des souterrains pour fuir l'humanité qui veut les exterminer. Donc, on reconnaît un peu une thématique qui va être reprise dans le film Nightbreed que va réaliser Clive Barker plus tard dans sa carrière. Ça va être sa 2e réalisation, mais c'est un peu son chef-d'œuvre, Nightbreed. Donc, il va scénariser Transmutation, qui n'est pas, à prime abord, un très bon film, faut le dire. C'est un peu mal réalisé, c'est mal joué. Le film va subir beaucoup de coupes au montage. Donc, Clive Barker n'est pas tellement content quand il voit le résultat de Transmutation, mais il accepte quand même. Il s'est dit, j'ai donné ma parole. Il accepte quand même d'écrire le scénario de Rawhead Rex, également basé sur une de ses nouvelles. Et il va être déçu aussi du film. Moi, je l'ai vu, Rawhead Rex. Je peux vous dire que moi, j'ai trouvé ça quand même bien. Ça raconte l'histoire d'un espèce de démon du passé qui va être ressuscité, qui est enterré proche d'une église. Et c'est un film de monstre qui est très simple, mais de très bonne facture. Beaucoup mieux que Transmutation. Mais Clive Barker va se trouver être déçu encore une fois. Il se dit, bon, c'est pas à la hauteur de ce que j'ai écrit. Moi, je peux pas juger parce que j'ai pas lu le scénario de Clive Barker. Je peux dire que j'ai trouvé le film, c'est pas un grand film, mais j'ai trouvé ça divertissant. J'ai trouvé ça bien. Mais Clive Barker est pas du tout convaincu. Il se dit, ils m'y reprendront pas la prochaine fois que je vais faire un film au cinéma. C'est moi qui vais être sur le siège du conducteur. C'est moi qui vais réaliser le film. Et à cette époque-là, il a écrit une nouvelle qui s'intitule The Hellbound Heart. Qui va servir de genèse à Hellraiser, qui raconte un peu ce que je vous ai dit tantôt, la genèse de l'autre, celui qui a fait le cube, qui s'appelle Philippe Le Marchand, qui est un Français, qui va créer ça pour un duc qui aime la magie noire, qui va évoquer un démon qui s'appelle Angélique, qui va être repris plus tard dans un autre scénario de Hellraiser. Pour le premier Hellraiser, il veut raconter un peu l'histoire des Cénobites, l'histoire de ce monde-là qui est parallèle, mais il va le faire à travers une famille. La famille Cotton, parce que le film, il va chercher, le financement pour créer le premier Hellraiser. Il va voir des producteurs anglais et ça marche plus ou moins. On veut pas tellement lui donner l'argent pour faire Hellraiser. On croit pas tellement au projet. Donc, il va devoir, malgré sa notoriété qui commence à lui apporter énormément, il va devoir aller aux États-Unis. Et aux États-Unis, bien, ses nouvelles commencent aussi à être populaires. Il y a évidemment l'appui de Stephen King. Donc, il va aller à une compagnie qui s'appelle New World Pictures, qui est associée à Roger Corman. Il va rencontrer, entre autres, le producteur Tony Randall, qui va devenir un collaborateur vraiment étroit, qui va travailler en étroite collaboration avec lui. New World Pictures vont mettre l'argent pour qu'il puisse réaliser le premier Hellraiser. Il va décider de réaliser le film quand même en Angleterre avec des financements américains. Donc, le premier Hellraiser, il doit
trouver le look un peu du film. Il va faire des maquettes, commencer à dessiner de quoi va avoir l'air le film, les personnages, les Cénobites, de quoi ils ont l'air les Cénobites. Hein? Donc, il y a des idées assez précises de ce qu'il veut de son film. Il veut également un film qui va être relativement simple à réaliser. Il veut un film qui va se passer à un endroit. Pas commencer à faire un gros film épique. C'est son premier film. Donc, il veut faire quelque chose qui est assez quand même restreint au niveau des décors. Il n'y en aura pas beaucoup dans le premier Hellraiser, qui est principalement un film de maison hantée. Ça raconte l'histoire de la famille Cotton, Larry Cotton, qui aménage avec sa femme Julia dans une vieille maison qui appartenait à son frère qui a disparu, qui s'appelle Frank Cotton. Frank Cotton, on le voit, c'est la première scène du film. C'est un amateur de sensations fortes, de sexualité un peu débridée, qui est en voyage dans un pays qu'on ignore, peut-être au Moyen-Orient. Il achète ce qu'il appelle le cube des lamentations, dont j'ai parlé tantôt, qui est un peu l'objet qui sert à ouvrir le royaume des morts, les portes, à ouvrir les portes de l'enfer. Et on voit Frank Cotton faire une espèce de séance de magie noire où il va ouvrir le cube. Hein? C'est inspiré un peu du cube Rubik. Qui n'a pas eu le fameux cube Rubik dans les années 80? T'sais, tout le monde avait ça. C'était très à la mode. C'est peut-être pour ça que Clive Barker a eu l'idée justement du cube des lamentations. Une espèce de puzzle en forme de cube. Moi, honnêtement, j'ai jamais été capable de faire le cube Rubik. Je connais du monde qui sont capables de le faire en 40 secondes. Moi, j'ai jamais été capable dans mon existence de régler le puzzle du cube Rubik. Malheureusement, je suis pas le gars pour faire ça. Donc, on voit ce qui est arrivé à Frank Cotton au début. Il se fait littéralement déchiqueter. Il y a les Cénobites qui arrivent avec Doug Bradley qui joue Pinhead, hein, qui arrive avec son 4 Cénobites, des représentants de l'enfer qui vont s'emparer de l'âme de Frank Cotton. Il y en a un, c'est des monstres vraiment dégueulasses. Il y en a un qui est comme il a comme des dents qui claquent. Il y en a un qui a comme une espèce de face. Il a l'air d'une grosse dinde. Là, il y a une femme Cénobite. Et ils ont tous, c'est tous des personnages qui ont subi des mutilations, on le voit. Ils arrivent droit de l'enfer, c'est rendu des prêtres de l'enfer qui sont là pour venir chercher votre âme. Donc, on sait, nous, en tant que spectateurs, que Frank a connu une fin assez épouvantable. Mais son frère Larry, qui est joué par Andrew Robinson, qu'on avait vu dans Dirty Harry, il faisait le rôle de Scorpio dans Dirty Harry, c'est lui qui faisait le méchant. Là-dedans, il fait un père de famille qui arrive, il est remarié avec une autre femme qui s'appelle Julia Cotton, qui est jouée par l'actrice anglaise Clare Higgins, qui va devenir le personnage fort, Julia, de la série Hellraiser, surtout des deux premiers. Et l'idée de Clive Barker, c'était littéralement de faire une espèce de personnage de film d'horreur au féminin. Avec Julia, parce qu'on va réaliser que pendant que Larry aménage dans la maison de son frère, on voit que Frank n'a pas vraiment disparu parce que son corps va être réanimé par une goutte de sang qui va tomber dans le grenier. Et on apprend aussi que c'était, dans le passé, l'amant de Julia. Julia couchait avec le frère de Larry. Donc, il y avait une histoire d'adultère là-dedans. Frank va demander à Julia, parce que là, il revient à la vie, hein, tranquillement, mais il est complètement écorché. Il n'y a plus de peau sur lui. Il a été littéralement déchiqueté par les Cénobites. Il s'est enfui de l'enfer, mais il sait que les Cénobites vont essayer de le retrouver. Donc, il doit essayer de se sauver et de retrouver le plus rapidement possible l'apparence humaine. Il va demander à Julia de lui ramener des hommes à la maison, des hommes qu'elle va devoir séduire, ramener à la maison. Elle va devoir les tuer pour que lui s'empare de leur fluide corporel pour pouvoir commencer à reprendre l'apparence humaine. C'est un peu comme une histoire de vampire, dans le fond. Tu sais, les vampires, c'est toujours ça. Ils doivent faire des victimes pour reprendre l'apparence humaine. Alors, Hellraiser, ça va devenir un film un peu hybride, un film un peu de maison hantée, parce que là, on a Frank, qui est une espèce de zombie qui reprend vie. On a Julia, qui va devenir un personnage diabolique, qui va devenir presque une tueuse en série. Et au travers de ça, on a le pauvre Larry, qui est
un bon yab là, qui veut juste faire sa vie tranquille avec son épouse. Il se doute pas que c'est une salope de la pire espèce qui ne veut que reprendre sa vie avec Frank. Et Frank, lui, tout ce qu'il veut, c'est tuer son frère et prendre son enveloppe corporelle pour refaire sa vie avec Julia. Bref, Larry a une fille qui est jouée par l'actrice Ashley Lawrence, qui est la seule américaine du casting, et Kirsty Cotton, qu'elle s'appelle dans le film. Et elle va commencer à avoir des soupçons sur Julia, parce que elle voit qu'il y a des choses qui sont pas tellement saines qui se passent dans la maison. Julia ramène des amants à la maison. Elle soupçonne justement sa belle-mère de coucher avec d'autres hommes. Évidemment, ces hommes-là disparaissent mystérieusement. Elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle va découvrir le cube des lamentations. Elle va l'ouvrir. Elle va rentrer en contact avec les Cénobites au début qui veulent littéralement s'emparer de son âme. Mais elle va échanger son âme en leur proposant de leur indiquer où est rendu son oncle Frank. Parce qu'elle sait qu'est-ce qui est en train de se tramer à la maison. Elle va découvrir la vérité que son oncle Frank est revenu d'entre les morts et elle va indiquer le chemin littéralement aux Cénobites. La finale va donner lieu à tout un climax où l'oncle Frank va s'emparer de l'enveloppe charnelle de Larry. Ils vont essayer de tuer Kirsty Cotton. Julia, qui est rendue un personnage littéralement démentiel, va se faire déchiqueter sur un matelas. Elle va mourir. Bref, quasiment tout le monde meurt à la fin, sauf Kirsty Cotton qui va réussir à se débarrasser des Cénobites et le cube qui va disparaître entre les mains d'un clochard à la fin du film, qui devient un genre de démon qui va s'envoler dans le ciel. Donc, ça résume un peu Hellraiser, un film complètement fucké, qui a des côtés un peu BDSM, parce que Clive Barker fréquentait dans ce temps-là des boîtes de nuit où il se passait toutes sortes de choses. Il aimait les boîtes de nuit BDSM, avec des gens des fois qui se perçaient le corps avec des crochets pour vivre des sensations. Bref, il a reproduit ça un peu dans Hellraiser. Et évidemment, ça parle de religion, de sexualité, ça parle évidemment d'extrême. On mélange un peu tout ça, c'est un gros blend Hellraiser, mais qui était très prometteur sur le plan de ce que la franchise pouvait offrir en termes de... c'est un monde qu'on pouvait... Vraiment, on pouvait travailler beaucoup sur cet univers-là pour nous offrir des suites qui étaient très prometteuses. Le film va bien fonctionner au box-office. Le film rapporte beaucoup d'argent. Il n'a pas coûté cher, rapporte énormément d'argent. Clive Barker a réussi son coup avec son premier film. Il faut dire qu'il a été aidé par l'équipe technique qui ont donné un bon coup de main sur la réalisation du premier film. Donc, il accepte, à la demande de New World Pictures, auquel il a vendu les droits, il accepte l'idée d'un deuxième Hellraiser. Il pense que c'est une franchise qui peut offrir d'autres chapitres et étendre un peu la mythologie qu'il a établie avec le premier film. Il veut pas toutefois réaliser la suite, et il y a d'autres projets de films. Il va réaliser notamment dans sa carrière Nightbreed, qui est une histoire un peu encore de mutants qui sont cachés sous la terre, qui ont fui les êtres humains, qui se sont comme créés une société souterraine. Et Le Maître des Illusions, qui va être, je crois, sa dernière réalisation. Clive Barker, c'est un gars qui a du génie, mais faut le dire, dans sa carrière, il va devoir se battre un peu pour ses projets. Ça va être compliqué. Comme Nightbreed, quand le film était sorti, il avait été obligé de... le film avait été assuré par les producteurs et il avait réussi plusieurs années après à sortir sa version du film, mais disons qu'il a connu beaucoup de résistance sur ses projets, Clive Barker. Il va accepter qu'un deuxième Hellraiser se fasse, donc ça va donner Hellbound Hellraiser 2 qui va sortir l'année suivante, donc le film va être rapidement mis en chantier, scénarisé par Tony Randall et Peter Atkins. Tony Randall, qui était le producteur sur le premier film, va mettre son nom dans le chapeau pour être le réalisateur de la suite. Une suite qui se passe tout de suite après le premier film, hein, ça se passe
quelques heures après, Kirsty Cotton se retrouve enfermée dans un institut psychiatrique qui s'appelle l'Institut Chénard. À la tête de cet institut-là, il y a le docteur Chénard, qui est un docteur un peu diabolique, qui explore un peu le cerveau humain, qui fait des expériences douteuses un peu sur le cerveau humain. C'est également un amateur de magie noire, de pouvoir obscur, le docteur Chénard, qui est joué par Kenneth Cranham, un acteur anglais qui avait accepté de jouer ce rôle-là. Ça a l'air que c'était un ami de Gary Oldman, et Gary Oldman était jaloux de voir son ami Kenneth Cranham se faire proposer un premier rôle dans Hellraiser. Alors, le docteur Chénard, non seulement est au courant de l'histoire de Kirsty Cotton, mais il fait rapatrier dans son institut psychiatrique le matelas sur lequel est décédée Julia. L'idée de ça, c'est que, étant donné qu'il y a le sang de la victime, il peut la ramener à la vie en faisant un sacrifice. Il va sacrifier un patient de l'institut qui est porté à s'automutiler. Il va l'amener dans son bureau et il va lui faire subir une séance d'automutilation sur le matelas qui va ramener Julia Cotton à la vie. Personnage qui est rendu littéralement diabolique. C'est littéralement un Freddy Krueger, là, Julia Cotton, dans le deuxième film. Elle est complètement décharnée, hein, elle a plus un peu comme Frank dans le premier film, c'est une écorchée. D'ailleurs, le film s'appelle Hellraiser 2, Les Écorchés. Et entre-temps, Kirsty Cotton a des visions de son père qui écrit en lettres de sang sur le mur « Viens me chercher, je suis en enfer ». Donc, elle sait que son père est en enfer, prisonnier des Cénobites. Donc, elle va faire tout ce qu'elle peut pour réouvrir les portes du royaume de l'enfer pour retrouver son père. L'Institut Chénard va devenir une espèce de monde labyrinthique qui va représenter l'enfer parce que le docteur Chénard, lui, veut aller dans le monde de l'enfer pour rencontrer le Léviathan, pour devenir une espèce de dieu. Finalement, le Léviathan va le transformer littéralement en Cénobite, en espèce de Cénobite ultra puissant. Et finalement, le personnage de Kirsty Cotton va être un peu amené dans un genre de piège parce que c'est son oncle Frank qui veut s'emparer d'elle, qui l'a attirée vers l'enfer. Et il y a Julia également qui est là-dedans. Donc, un genre de trio diabolique qui va lui amener énormément de problèmes dans le film. Il y a une jeune femme aussi qui est une femme qui a subi des expérimentations du docteur Chénard, qui va accompagner Kirsty Cotton littéralement en enfer. Les deux jeunes femmes vont réussir à sortir de là, mais le film va étendre un peu la mythologie de Hellraiser. Au début, on nous montre littéralement qu'est-ce qui est arrivé au personnage de Pinhead, qui est un officier britannique qui s'appelait Elliot Spencer, qui lors de la Première Guerre mondiale a réussi à mettre la main sur le cube des lamentations, a fait une expérience, il s'est ramassé en enfer, il est devenu un Cénobite, donc il a perdu un peu les traces de son humanité. À la fin du premier Hellraiser, on nous ramène un peu les personnages devant leur humanité, parce que Kirsty Cotton va leur expliquer que, parce qu'elle a su un peu qu'est-ce qui est arrivé à ces personnages-là, elle leur explique qu'ils ont déjà été des humains. Bref, il va y avoir encore une finale encore plus explosive à la fin du film que dans le premier film. Les Cénobites vont littéralement se retrouver coincés dans une espèce de structure qui renferme toutes les âmes qui ont été prisonniers de l'enfer. À la fin du film, évidemment, Kirsty Cotton va s'en sortir. Le docteur Chénard va connaître un sort atroce. Ça met fin à Hellraiser 2 qui est très très bon. Comme je vous dis, ça étend la mythologie du premier film. Le deuxième film est beaucoup plus épique. On nous en montre beaucoup plus sur cet univers-là. On en apprend beaucoup aussi sur les personnages. Donc, on va donc lancer ce deuxième Hellraiser dans les cinémas dans le temps des fêtes. On décide de sortir le film le jour de Noël. Tu parles d'une idée de sortir un film de même dans le temps des fêtes, le jour de Noël. Tu sais,
Le papa de famille qui dit embarquez dans le char, on s'en va au cinéma. On s'en va tous voir Hellraiser 2 au cinéma. Quel beau film du temps des fêtes. Non, mais quelle idée les producteurs ont eu de sortir le film le jour de Noël. Malgré tout ça, le film va connaître quand même du succès, entre autres grâce aux vidéocassettes que les gens vont s'arracher dans les clubs vidéo. Assez pour décider de faire un troisième film. Le troisième Hellraiser, alors, Clive Barker a vendu les droits de Hellraiser à New World Pictures. Quand arrive le troisième film, il y a toutes sortes de pourparlers. Clive Barker, évidemment, il n'a plus les droits. La série va passer entre les mains de Dimension Film, qui est entre les mains des frères Weinstein. Les frères Weinstein, Harvey et Bob Weinstein, deux crosseurs, deux salopards. On sait qu'il y en a un qui est en prison pour avoir fait des abus sexuels sur des actrices, mais c'était des salopards des ligues majeures, faut le dire. Donc, ils deviennent propriétaires de la franchise Hellraiser et ils veulent changer un peu la franchise Hellraiser. Ils veulent faire quelque chose d'un peu plus américain. Ils veulent américaniser la franchise parce que c'était des films qui venaient d'Angleterre. Donc, ils vont, avec Hellraiser 3, au départ, essayer d'écarter Clive Barker. Ils veulent, au début, je ne sais pas pourquoi, ils veulent acheter Clive Barker pour littéralement l'évincer du projet. Ils vont évincer également Tony Randall, qui, au début, est le réalisateur qui est pressenti pour faire le troisième. Hein. Il veut revenir pour faire le troisième Hellraiser. Il va d'ailleurs participer au scénario. Mais on va l'écarter parce que, pour des différences artistiques, disons qu'ils ne s'entendent pas, les producteurs et lui, et on décide de l'écarter du projet. On décide à la dernière minute d'engager, après avoir eu des pourparlers avec certains réalisateurs connus, dont Peter Jackson, dont je pense aussi à Guillermo del Toro qui est approché. Ils ont décliné l'offre de réaliser Hellraiser 3. Donc, on fait appel à Anthony Hickox qui a fait deux films d'horreur assez sympathiques. Il a fait Waxwork 1 et 2, qui sont des films d'horreur qui se passent dans un musée de cire où les statues de cire reprennent vie. Il y a toutes sortes de petites histoires. C'est le fun, c'est sympathique. C'est pas des grands films, mais c'est pas un grand réalisateur, mais c'est un bon technicien, on va le dire, Anthony Hickox. Et il va être appelé à la dernière minute pour réaliser Hellraiser 3 à quelques semaines du début du tournage, qui s'intitule Hell on Earth. On ramène l'histoire à New York. On voit au début du film une jeune reporter qui est dans une salle d'urgence, qui va être témoin d'une affaire assez horrible. Un homme qui est amené à l'urgence avec des chaînes qui lui pendent partout. Nous qui avons vu les premiers Hellraiser, on se doute un peu de ce qui s'est passé. Et là, dans la salle d'urgence, les chaînes vont littéralement prendre vie et se mettre à déchiqueter le jeune homme en question. Et là, il y a une jeune fille apeurée qui est là, on suppose qui est sa copine. Et là, la journaliste va aller voir cette fille-là dans une espèce de club underground où il y a une espèce le propriétaire du club a acheté une espèce de statue énorme où on voit la tête de Pinhead, on sent c'est comme une espèce un genre de totem avec tous les personnages de Hellraiser dessus qui sont comme enfermés dans ce totem-là. Et au cours du film, il va se rendre compte que le totem est vivant, qui renferme l'esprit de Pinhead et des autres Cénobites. Évidemment, le totem a besoin de sang pour redonner vie à Pinhead, évidemment. Donc, il va devenir un peu l'esclave de Pinhead, le directeur de la boîte. Et entre-temps, il y a la journaliste qui mène son enquête, qui essaie de savoir qu'est-ce qui est arrivé au jeune homme. Évidemment, tout va l'amener vers le cube des lamentations et elle va avoir des images, des visions de son père qui est mort à la guerre et en même temps est hanté par l'esprit du soldat qui est devenu Pinhead. C'est comme si sa personnalité s'était scindée en deux. Dans une dimension, il est le bon vieux bonhomme qui était dans le passé et dans une autre dimension, il est le personnage diabolique. Alors, pour empêcher Pinhead de prendre emprise sur l'humanité, de venir sur la Terre et littéralement prendre son emprise sur le monde, elle doit ramener Pinhead dans la dimension où est son homologue qui est, disons, qui est le bon. ça a l'air un peu compliqué dit de même, mais en tout cas,
Hellraiser est tout sauf un monde simple. C'est assez complexe. On parle de différentes dimensions. Mais tout ça va nous ramener Pinhead dans le monde réel, qui va faire littéralement un carnage, qui va créer des nouveaux Cénobites. À un moment donné, il est dans une boîte de nuit, puis il se met à déchiqueter tout le monde. Il y a même le DJ qui va se ramasser, qui va devenir un Cénobite, qui a littéralement des CD dans le visage, qui attaque les gens en lançant des CD. Il y a un caméraman qui va littéralement devenir un Cénobite avec une caméra à la place de la tête. Donc, on crée des nouveaux Cénobites, on fait une espèce de Hellraiser qui se passe à New York, qui a une espèce de côté un peu apocalyptique à la fin du film. Il y a des explosions partout dans New York. On a fait quelque chose avec on a élevé un peu peut-être le niveau visuel du film. On a commencé à insérer là-dedans des effets spéciaux numériques. À la fin du tournage, on a rappelé Clive Barker parce que, disons, on voulait avoir son nom finalement sur le projet. Donc, Clive Barker est venu, il a regardé le premier montage, je leur ai dit, bon, il y a des choses que vous devriez rajouter pour que ça fasse davantage Hellraiser. Donc, on l'a consulté quand même sur le troisième film et on l'a écouté. On a réalisé d'autres séquences à la fin qu'on a rajoutées au montage pour, étoffer un peu la violence du film et le propos. Donc, Hellraiser 3 qui est sorti, qui a pas été le même succès au box-office que les deux premiers, mais qui a été un succès quand même très raisonnable et qui a surtout rapporté de l'argent en vidéocassette. Et c'est là que les frères Weinstein commencent à croire que on pourrait commencer à faire des Hellraiser et mettre moins d'argent et faire de l'argent avec la sortie en club vidéo. Donc, il est tout de suite question d'un quatrième Hellraiser qui est Hellraiser Bloodline, qui va être un Hellraiser générique où on va raconter comment le cube des lamentations a été créé par Philippe le Marchand au 18e siècle. L'histoire commence au 22e siècle dans une station spatiale avec un descendant de la famille Le Marchand. Évidemment, on va voir 3 générations des Le Marchand qui est joué par le même comédien. On le voit dans une station spatiale au début du film en train d'essayer d'emprisonner Pinhead et les Cénobites dans une station spatiale. Il est en possession évidemment du cube des lamentations. Comme il est en train d'exercer, il est en train de vouloir emprisonner Pinhead dans la station spatiale, eh bien, il y a des policiers qui arrivent, qui vont littéralement s'emparer de lui. Il va devoir leur raconter un peu l'histoire de la jeunesse de sa famille et un peu pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il voulait faire. Donc, on va replonger dans le passé au 18e siècle avec l'histoire de Philippe le Marchand. On va voir qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là quand il a créé le cube des lamentations. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une personnalité diabolique qui va être créée à ce moment-là qui s'appelle Angélique, qui va devenir littéralement le visage du mal. Et après ça, plusieurs années plus tard, ça se passe en 1995, il y a comme 3 étapes dans le film. On retrouve un autre Le Marchand qui a construit une espèce de un gros building et qui a des designs à l'intérieur qui rappellent le cube des lamentations. Évidemment, il va être rattrapé par son passé. Pinhead et les Cénobites vont le retrouver. Et il y a Angélique également qui va se retrouver, le personnage diabolique de Angélique qui va être confronté à Pinhead. Et tout ça va mener tous nos personnages vers, à la fin, une espèce de boucle temporelle où ils se retrouvent dans le futur, où les Cénobites vont être littéralement faire un carnage dans le vaisseau spatial avant d'être oblitérés dans l'espace par le dernier de la lignée des Le Marchand. Donc, Hellraiser Bloodline, qui est réalisé par Kevin Yeager, qui est un maquilleur qui avait travaillé sur notamment les maquillages de Freddy dans les Nightmare on Elm Street, qui a travaillé entre autres sur Child's Play, sur les films de Chucky, qui va travailler comme réalisateur là-dessus. Il fait un premier montage qui dure 2 heures, qui n'est pas au goût des frères Weinstein, qui veulent s'en mêler, qui vont engager une autre personne pour tourner d'autres scènes, pour couper le film en 1h25.
il existe quelque part des traces encore de ce montage-là qui a été intégré dans un coffret qui est sorti récemment chez Arrow Video, un genre de workprint du travail de Kevin Yeager. En bout de ligne, le film a été tellement charcuté que Kevin Yeager a renoncé à mettre son nom sur le projet. C'est devenu un film réalisé par Alan Smithy. Alan Smithy, c'est le nom qu'on met quand un réalisateur renonce à son œuvre au cinéma, quand un réalisateur sent qu'il a été trahi, que le film lui a échappé, eh bien, on demande de mettre le nom de Alan Smithy à la place du nom du réalisateur. Et ça a été le cas pour Hellraiser Bloodline, qui donne quand même un Hellraiser qui est raisonnablement bon. Il y a évidemment beaucoup de défauts, c'est très maladroit, c'est pas à la hauteur des premiers films, mais quand même. Là où la série va commencer à décliner un peu, c'est dans les films suivants, où les frères Weinstein décident de mettre beaucoup moins d'argent sur ces projets-là. Ils se disent, on va faire de l'argent avec la vidéocassette, on va faire des productions qui coûtent pas cher, et ils décident non seulement de... ils prennent des scénarios qui sont déjà dans la bibliothèque, si on veut, de Dimension Film. C'est des scénarios qui ont déjà été proposés pour des films d'horreur qui n'ont rien à voir avec Hellraiser. Mais on va les remanier pour intégrer les éléments de Hellraiser dans ces scénarios-là. D'abord, en l'an 2000, il y a Hellraiser Inferno qui va sortir de Scott Derrickson, qui est un réalisateur qui va devenir quand même assez connu. Il va réaliser L'Exorciste d'Emily Rose après ça. Il va réaliser récemment Black Phone. Il a fait également Doctor Strange. Donc, il est devenu un réalisateur de films à gros budget, un réalisateur assez important. Il va faire un film qui rappelle un peu Seven et en même temps Bad Lieutenant, parce que ça met en vedette Craig Sheffer, qui la même année, je crois, avait joué dans Nightbreed de Clive Barker. Et Craig Sheffer joue le personnage de Joseph, un espèce de policier corrompu, un vrai trou de cul là, qui prend de la drogue. Il fait penser littéralement au personnage de Harvey Keitel dans Bad Lieutenant. Il n'hésite pas à battre des témoins, il y a à peu près tous les défauts du monde. Et il va enquêter sur un tueur en série qui s'appelle l'ingénieur, qui littéralement va massacrer ses victimes et il va laisser toujours un doigt d'enfant sur les lieux du crime. C'est un scénario qui peut faire penser un peu à Seven. Il est question un peu des péchés capitaux là-dedans. Il y a toute une espèce de course contre la montre pour trouver le tueur en série avant qu'il n'opère à nouveau. Mais on se rend compte tranquillement pas vite que le policier, c'est peut-être lui qui était le tueur en bout de ligne. C'est une histoire qui tient quand même la route. C'est pas nécessairement un mauvais film, mais on sent que le scénario a été bricolé pour intégrer les éléments de Hellraiser à l'intérieur. Clive Barker n'a pas été fou de ce film-là. Il n'était pas tellement content quand il a vu Hellraiser Inferno de Scott Derrickson, qui avait l'air content quand même du travail qu'il a fait sur le film. Il s'est dit, j'ai fait le mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. C'est un film qui se laisse regarder quand même. Craig Sheffer est bon. On voit pas beaucoup Pinhead et les Cenobites dans le film. On voit vraiment que ça a été bricolé le scénario pour intégrer ces personnages-là dans une intrigue qui au départ voulait plus ressembler à un film comme Seven. Donc Hellraiser Inferno, qui est le 5e de la série. À la fin, vous allez voir, je vais vous faire un palmarès de je vais les mettre du pire au meilleur. Alors ensuite, c'est Hellraiser Hellseeker qui va sortir en 2002, qui est réalisé par Rick Botta, qui est un directeur photo, qui a travaillé sur des gros projets, qui a été assistant sur des films comme Lethal Weapon, qui a travaillé qui a quand même un bon parcours comme technicien au cinéma. Il va être appelé à réaliser son premier film avec Hellraiser Hellseeker, qui nous ramène le personnage de Kirsty Cotton qu'on avait vu la dernière fois dans un petit caméo dans Hellraiser 3. Elle voulait plus vraiment revenir dans la série Hellraiser. J'imagine qu'on a réussi à la convaincre avec un beau chèque de paye. Malgré que, comme je vous ai dit, le budget de ces films-là, c'était très très restreint. On voulait pas trop mettre d'argent. Les frères Weinstein qui étaient cheap, qui voulaient faire de l'argent, mais qui n'étaient pas prêts à en mettre tant que ça sur la table. Alors, ça raconte l'histoire de Trevor et Kirsty Cotton, qui sont un couple maintenant. Trevor, c'est un
un genre de businessman. Et au début, on les voit, ils sont sur la route. Ils ont l'air bien amoureux. Ils se donnent des petits becs. Là. Et là, ils sont distraits. La voiture va prendre le bord. Ils tombent dans l'eau. Trevor va réussir à sortir de l'eau, mais Kirsty Cotton reste pris dans le véhicule et on retrouvera pas son corps dans le film. Et lui, Trevor, durant le film, va se mettre à avoir des hallucinations. Ça va devenir un peu le film L'échelle de Jacob. C'est un peu de ça qu'on s'est inspiré pour faire Hellraiser, Hellseeker. Parce qu'il va se mettre à avoir des hallucinations. Il va se mettre à avoir évidemment, il va avoir les Cénobites. Imaginez-vous, là, l'échelle de Jacob, on remplace les visions qu'avait le personnage de Tim Robbins, on met des Cénobites à la place, et bien ça vous donne un peu l'idée de Hellraiser, Hellseeker, et dans le film, on va se rendre compte que Trevor, c'est un personnage, dans le fond, qui était assez sombre, qui avait une idée assez, qui avait un plan assez machiavélique pour se débarrasser, dans le fond, de sa femme. Et ce plan-là va se retourner contre lui. Donc, à la fin du film, c'est quand même bien réalisé par Rick Bota. Il y a des belles séquences. La direction photo, évidemment, est bien faite. Il va filmer à un moment donné Pinhead avec le reflet de Pinhead qu'on voit dans l'eau. C'est bien fait au niveau de la direction photo. Le rythme du film est bon. Ça en fait quand même un Hellraiser raisonnable. Dans ceux que tourné Rick Bota, c'est peut-être le meilleur. Parce qu'il va tourner 2 autres Hellraiser, Rick Bota. Il va tourner en 2005 2 Hellraiser coup sur coup. Il va tourner Hellraiser Deader. Hellraiser Deader qui raconte l'histoire d'une journaliste en quête de sensations fortes qui va se ramasser à Bucarest parce qu'elle va enquêter sur une vidéo qu'elle a vue où on voit des gens d'une secte qui s'appelle les Deader qui vont se suicider littéralement. Ils sont ramenés à la vie par une espèce de gourou, un chef d'une secte qui semble leur donner un baiser et littéralement les ramener à la vie. Donc, elle va aller à Bucarest pour enquêter là-dessus, pour voir c'est quoi cette affaire-là, c'est quoi cette gang de fuckés-là. Et elle va trouver une fille morte dans une chambre d'hôtel avec le cube des lamentations. Elle va évidemment l'ouvrir, hein, on sait bien, et ça va l'amener vers un milieu underground de Bucarest où elle va être en contact non seulement avec les Cénobites, mais avec les Deader. Et on va voir que Pinhead veut prendre possession des Deader qui ont mis les pieds dans une dimension qui aurait peut-être pas dû aller. Hein? C'est le monde de Pinhead et des Cénobites. Donc, ils vont devoir payer le prix cher à la fin du film. Donc, c'est un film, encore une fois, c'est un film assez fade. La direction photo, cette fois-ci, est pas tellement... disons, le film a l'air assez cheap en général. Il y a quelques bonnes scènes, dont une scène qui se passe dans un genre de métro aux petites heures du matin, où le dernier wagon, c'est comme un wagon qui est réservé aux Deader, tu sais, les gens qui sont morts et qui ont été ramenés à la vie. C'est comme une espèce de dimension à part, le dernier wagon. Il y a des trucs intéressants au niveau visuel, mais grosso modo, c'est un film qui tombe assez à plat. Et le film qui va sortir après, qui a été mis en chantier, on s'est dit, on va tourner 2 films coup sur coup. On a engagé Rick Bota, on a pris la même équipe. Et on a monté un casting rapide, un casting assez impressionnant parce que Hellraiser Hellworld, qui raconte l'histoire d'une gang de jeunes qui sont accros d'un jeu vidéo qui est inspiré de Hellraiser. Attention les amis, ils vont être invités dans un manoir pour participer à un match multijoueur de Hellworld, mais finalement ils sont pris au piège par l'hôte de la place qui est joué par nul autre que Bishop, hein, Lance Henriksen qui faisait Bishop dans Aliens, dont le fils est décédé en jouant supposément à Hellworld. Et les jeunes qui sont là vont être traqués les uns après les autres. Évidemment, on voit l'apparition de Cénobites, mais le film est comme une grosse hallucination tout le long du film parce que les jeunes vont être drogués, vont être amenés en tout cas, c'est un scénario un petit peu alambiqué. On a intégré des éléments de Hellraiser, encore une fois, dans un scénario qui n'était pas du tout prévu pour ça. Et c'est peut-être le scénario qui souffre le plus de ce bricolage-là. On trouve quand même des noms connus là-dedans. Il y a Henry Cavill qui vient faire un tour là-dedans. Catherine Winnick, en tout cas des noms assez importants qui vont tu sais, Henry Cavill, c'est lui qui va devenir Superman.
Il y a Lance Henriksen, quand même, qui avait rencontré Rick Botta dans le tournage à Bucarest de Hellraiser Deader. Donc, ils vont tourner ce film-là. Encore une fois, une production qui est garochée d'un club vidéo à petit budget. Ça vaut pas cher. La franchise Hellraiser, ça va prendre quelques années avant qu'on ramène un Hellraiser. Parce que en 2011, ça fait genre 6 ans qu'on n'a pas fait de Hellraiser, qu'on n'a pas donné suite à ça. Il y a eu des idées, hein? Il y a eu toutes sortes de projets de faire un remake. À un moment donné, Clive Barker avait été entré en contact avec les frères Weinstein. Il y avait un projet de remake qui était sur la table, qui devait être produit, scénarisé par Clive Barker. Finalement, le projet est tombé dans les limbes. Il y a eu un projet à un moment donné parce que les frères Weinstein avaient la franchise Halloween. Il y avait la franchise Hellraiser. On a voulu faire un crossover entre Michael Myers et Hellraiser. Je sais pas comment on aurait vraiment fait ça. C'est deux franchises qui sont assez difficiles à mettre ensemble. On sait que ça a fonctionné quand ils ont mis Freddy contre Jason. Ça a été un gros hit au box-office. Alors peut-être que les frères Weinstein finalement ont regretté de ne pas avoir fait Michael Myers contre Pinhead. Mais je vois pas de quelle manière on aurait pu donner corps à un scénario avec une histoire comme ça. Alors, il arrive en 2011. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas fait de Hellraiser. Et ils ont les droits de la série. Mais comme ça a été le cas pour plusieurs franchises, les propriétaires de droits, pour pouvoir garder les droits, doivent produire un film à tous les temps d'année. Et là, les frères Weinstein savent que s'ils ne font pas un film de Hellraiser pour les raisons contractuelles, vont perdre les droits de la série. Alors, ils ont une idée. Ils ont dit, on va faire un film qu'on va garrocher sur le marché, rien que pour dire qu'on garde les droits de la série. Ils ont fait un film, le film le plus cheap de la série, genre le budget le plus... ils ont mis 300 000 $. Ils ont sorti une enveloppe avec 300 000 $. Ça fait penser à un film à l'époque. Il y a la série des Marvel, des 4 Fantastiques. Il y avait eu un film qui avait été tourné, je pense, au début des années 80 avec les 4 Fantastiques. Et les producteurs ont fait ce film-là juste pour garder les droits. Le film n'est jamais sorti au cinéma, n'est jamais sorti en vidéo. C'est un film qui a été produit pour ne jamais être lancé. Et Hellraiser Revelation, c'est ce qui serait arrivé au film, mais le circuit des clubs vidéo leur a permis de renflouer de l'argent. Donc, ils l'ont sorti directement dans les circuits de clubs vidéo. Hellraiser Revelation, qui va sortir en 2011, c'est un film qui est réalisé par Victor Garcia. Le scénario est fait par Gary Tunnicliffe, qui a collaboré au maquillage sur les autres films. Ça raconte l'histoire de... C'est un peu un genre de remake du premier film. C'est 2 jeunes qui vont au Mexique, qui ont quitté le nid familial. Ils vont au Mexique pour vivre des aventures sexuelles, pour vivre toutes sortes d'aventures. Et ils vont tomber sur le Cube des Lamentations. Évidemment, ils vont être amenés dans la dimension des Cénobites. Cette fois-ci, le Cenobite est joué par... Le Pinhead n'est pas joué par Doug Bradley, parce que Doug Bradley avait décidé de ranger ses épines avec le dernier film. Il passe le relais à Stephen Smith Collins, qui l'a pas pantoute, hein, on va se le dire. Il fait un Pinhead qui ça passe pas littéralement. Et le film non plus, le film est pas tellement bon. Le film se veut une espèce de, comme je vous dis, un genre de remake du premier. Il y a un des 2 jeunes là, qui va être qui va aller en enfer, qui va revenir, qui va demander à son ami de lui amener des victimes pour essayer d'échapper aux Cénobites. À un moment donné, ils vont revenir dans le milieu familial. Ça va devenir comme une espèce de home invasion movie avec Hellraiser. Tu sais, un des jeunes qui revient, mais c'est comme son ami qui a pris sa peau, qui est revenu à la maison, qui fait comme un kidnapping, qui kidnappe la famille. À la fin, t'as Pinhead puis les Cénobites qui vont arriver, qui vont foutre le bordel dans tout ça. Bref, un film tout à fait oubliable, Hellraiser Revelation.
Et ensuite, on se dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Hellraiser? Ben, quelques années plus tard, on décide de sortir une enveloppe quand même plus importante pour tourner un film, encore une fois scénarisé par Gary Tunnicliffe, qui était le maquilleur de la plupart des films de Hellraiser. Cette fois-ci, il devait réaliser à l'époque Hellraiser Revelation sur son scénario. Mais là, on lui confie les rênes de Hellraiser Judgment, qui est assez différent. Ça parle de 3 détectives qui enquêtent sur des tueurs en série, un tueur en série. Ça fait penser encore une fois un peu à Seven, la façon dont le film est tourné. Il y a quand même, faut le dire, la scène d'ouverture du film qui est une espèce de séquence qui se passe dans une maison avec un prédateur sexuel qui est comme mis en jugement par les Cénobites. C'est une des scènes les plus whack de la série, au niveau visuel, au niveau de ce qui se passe, l'atmosphère de cette scène-là. Juste pour la scène d'ouverture, ça vaut la peine de voir le film. Parce qu'on se dit, tabarnouche, on est dû pour un méchant bon Hellraiser. Quand on regarde la scène d'ouverture de Hellraiser Judgment, je vais vous montrer les pochettes, je les ai ici. Ça, c'est un rassemblement là-dessus. C'est une édition qui est sortie de Miramax. Là-dessus, il y a Hellraiser, Hell on Earth, Bloodline, Inferno, Hellseeker, Deader et Hellworld. Ils sont toutes vous pouvez les avoir. C'est pas des grands films, mais si vous êtes des complétistes de la série, bien... Il y a ça. Hellraiser Revelation, hein, dont je vous ai parlé tantôt, hein, vous le voyez ici. Et ici, on a Hellraiser Judgment. On voit un peu les personnages derrière. Cette fois-ci, Pinhead est joué par un autre comédien qui est pas mal meilleur que l'autre d'avant. J'ai pas son nom. C'est Paul Taylor qui joue Pinhead là-dedans. Donc, un comédien anglais qui a été engagé pour jouer le rôle de Pinhead. Déjà, il y a plus le look, il y a plus la présence que l'autre acteur qui jouait dans Revelations. Mais la scène du début, juste la scène du début, là, c'est comme un film qui part trop bien. Et après ça, qui nous laisse tomber un peu à mesure que le film avance. T'sais, la finale est pas pire. Mais on aurait dû, tant qu'à partir un film sur les chapeaux d'eau, on aurait souhaité que le film continue à nous garder en haleine comme ça a été le cas dans les premières minutes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, tu sais, une franchise qui avait plein de promesses, tu sais, qui aurait pu devenir une des meilleures franchises de films d'horreur de tous les temps, honnêtement. Il y avait lieu de faire beaucoup de choses avec Hellraiser. En 2022, on va sortir ce film-là, un remake de Hellraiser qui est réalisé par David Bruckner. Avec, c'est là vraiment, mes chers amis, si on attendait un Hellraiser solide, eh bien on l'a eu avec celui-là. Vraiment, là, premièrement, il y a du budget. Hein, c'est pas les frères Weinstein qui l'ont produit. C'est une production de Spyglass qui appartient à Paramount Pictures. Donc, ils ont récupéré les droits de Hellraiser. C'est approuvé et produit par Clive Barker. Et le scénario n'est pas de Clive Barker, mais ça respecte l'univers de Clive Barker. Cette fois-ci, c'est une toxicomane qui est en rémission, qui reste chez son frère, qui est un homosexuel, qui a une relation avec son chum, qui est un asiatique. On apprend à connaître un peu ces personnages-là au début du film. Elle a un chum, un ami qui est une espèce de repris de justice, qui va l'entraîner dans une aventure. Ils vont aller dérober un coffre qui est dans un entrepôt qui supposément contient des objets importants. Ils vont ouvrir un coffre et ils vont trouver un seul objet dans le coffre, le cube des lamentations. Et la pauvre fille va ouvrir le cube et l'enfer va se déchaîner sur eux. Ça va les amener jusqu'à un manoir en Pennsylvanie qui est la propriété d'un riche homme qui est un obsédé des forces occultes, qui rêve de rencontrer le Léviathan. Et en tout cas, le film, le nouveau Hellraiser est vraiment c'est extraordinaire. C'est un très, très bon film. Visuellement, les acteurs sont super bons. On a vraiment repris le flambeau de ce qu'aurait dû être. On a fait un Hellraiser digne de ce qu'aurait dû être Hellraiser quand on a laissé le deuxième film. Ça aurait dû être ça. Même le troisième est quand même potable, mais Hellraiser, le remake est vraiment solide. C'est un des meilleurs remakes de films d'horreur.
Il y a évidemment le remake de Dawn of the Dead, tourné par Zack Snyder, qui était excellent. Il y en a eu quand même quelques bons, des remakes de films d'horreur. La Mouche de David Cronenberg, qui était meilleur que l'original. Mais Hellraiser, ils ont vraiment mis dans le mille. Le fait d'avoir mis des personnages, des Cénobites qui sont joués par des actrices au lieu d'être des acteurs, ça donne vraiment le design des Cénobites. Hein, au lieu de mettre des costumes de cuir, on a vraiment intégré toutes les blessures, tu sais, les traces de torture des Cénobites. Littéralement, c'est des morceaux de peau déchiquetés qui font littéralement partie de leur physionomie. C'est l'actrice trans Jamie Clayton qui va jouer Pinhead là-dedans, qui joue, à mon avis, c'est peut-être le Pinhead le plus épeurant de la série. Doug Bradley avait vraiment le panache, hein, le petit côté anglais, mais je trouve que le personnage de Pinhead joué par Jamie Clayton là-dedans est encore plus saisissant, fait plus peur. Elle fait littéralement, elle donne... on n'est pas bien quand on les voit, les Cénobites là-dedans. Ils sont vraiment effrayants. Ils font vraiment peur. Et le film nous livre vraiment une version de l'enfer. Je crois que le film, avec les moyens... nous livre un peu ce que Clive Barker aurait probablement aimé faire s'il avait eu les moyens quand il a fait le premier Hellraiser. Donc, il est producteur là-dessus. Il y a de l'argent sur ce remake-là. Évidemment, les effets spéciaux, on dispose de beaucoup plus de moyens pour faire les effets spéciaux. C'est saisissant. L'horreur est présente du début à la fin du film. Et c'est un film qui fonctionne très, très, très bien et qui respecte l'univers de Clive Barker beaucoup plus que les autres suites qu'on a mis en chantier dans les années précédentes. On a une idée avec ce film-là de toute l'ampleur que peut prendre cette série-là. Moi, j'espère qu'on va continuer à faire d'autres Hellraiser à partir de l'exemple qu'on a fait de ce remake-là qui est excellent, réalisé par David Bruckner. C'est une série, évidemment, qui est en dents de scie, hein. On sait que les frères Weinstein n'ont pas aidé à la cause. Le fait, justement, d'avoir mis en chantier un paquet de films juste avec l'idée de faire de l'argent rapidement, de vouloir... capitaliser sur des sorties directement en vidéo, ça n'a pas donné lieu nécessairement à des très bonnes suites de Hellraiser. Il y en a eu quelques-unes là-dedans qui se démarquaient, on va le dire, qui étaient meilleures que d'autres. Mais c'est une série qui méritait beaucoup mieux que ça. Hein? C'est une série qui méritait justement le remake qu'on a eu en 2022. Et j'espère qu'on va continuer justement d'élaborer autour de ce qu'on a commencé à faire avec le remake de 2022. Je pense que on a ouvert la porte à quelque chose qui peut être impressionnant. On a remanié aussi dans la version de 2022 le Cube des Lamentations. On a fait quelque chose de plus, un petit peu plus complexe avec ça. Donc, j'ai adoré ce remake-là que je trouve vraiment à la hauteur des premiers films. C'est les moyens modernes, en plus, qui donnent lieu à des effets spéciaux encore plus saisissants et à des Cénobites qui sont encore plus inquiétants. Plus que jamais, on a l'impression que les Cénobites là, sont... premièrement, on les voit plus que dans les premiers films. Sont oppressants, les Cénobites, là-dedans. On sent que quand ils ont pris possession de votre âme, ils vous lâchent plus. C'est impossible de leur échapper. Donc, vraiment un très, très, très bon film, le dernier Hellraiser. Donc, si vous vous intéressez donc à la franchise Hellraiser, eh bien, évidemment, il y a le dernier film, je vais vous les montrer, pas tout à fait dans l'ordre. Hellraiser, ici, le film de 2022, le remake. Vous avez ici le coffret qui réunit les premiers films, ici les 3 premiers films, qui est sorti chez ESC Distribution. Il y a eu également des parutions chez Arrow Video en Amérique du Nord et je crois qu'il y a même un coffret qui réunit les 4 premiers Hellraiser. Celui-là, c'est les 3 premiers. Vous voyez ici, il y a un beau livre à l'intérieur qui parle de la saga Hellraiser, qui est illustré avec des photos. Il y a du texte. Je l'ai lu, j'ai passé au travers de ça. C'est vraiment intéressant ce qu'il y a là-dedans. Et vous voyez, dans le coffret, ici, il y a les 3 films qui sont réunis dans ce coffret-là. On voit ici des images des Cénobites.
Et vous voyez qu'il y a 4 disques. La raison pour ça, c'est que il y a un documentaire qui s'appelle Léviathan qui raconte l'histoire du tournage des 2 premiers Hellraiser, un peu du 3e, là, peut-être une demi-heure où on parle du 3e film. Mais c'est surtout concentré sur les 2 premiers films. Et tous les artisans qui ont travaillé sur le film, les acteurs, les techniciens d'effets spéciaux, les réalisateurs, tout le monde est impliqué là-dedans. C'est un making-of qui dure au-dessus de 5 heures. Je pensais que j'allais trouver ça long un peu, mais j'ai trouvé ça fascinant. J'ai vraiment aimé. Donc, Léviathan qui vaut la peine d'être vu si vous aimez la série, si vous voulez voir un peu comment a été fait cette série-là. C'est magique. Vous avez évidemment... vous avez ça ici. Vous avez ça ici qui est le... vous avez 6 films de Hellraiser là-dessus. Vous avez Hell on Earth, Bloodline, Inferno, Hellseeker, Deader, Hellworld. La plupart des Hellraiser qui ont été produits par les frères Weinstein se retrouvent sur ce coffret-là. Il n'est pas tellement cher. Et les films, pour ce qu'ils valent, donc si vous voulez les avoir en tant que pour compléter votre collection Hellraiser, ça vaut peut-être la peine de mettre la main sur ce petit coffret qui coûte pas tellement cher. Vous avez les 2 autres, Hellraiser Revelation, qui est pas un très bon Hellraiser, et vous avez celui-là qui est un peu mieux, Hellraiser Judgment. Donc, vous voyez toutes les versions de Hellraiser en médium physique que je possède. Et maintenant, et oui, c'est vrai, il y a un livre aussi dont il faut que je vous parle, qui est sorti chez Art de Cinéma. Ils font des livres sur différentes séries du cinéma. Il y en a sur Vendredi 13, sur Return of the Living Dead. En tout cas, on en a fait sur plusieurs séries de films d'horreur. Il y en a une sur Evil Dead, entre autres. Et celle-là, c'est celle qui ont sorti sur Hellraiser. Vous voyez, c'est très bien illustré. Il y a des entrevues exclusives qu'on a fait. On parle vraiment de la genèse du film. Il y a des images de making-of, donc c'est super le fun comme livre, ça se lit bien. Évidemment, je suis passé au travers de ce livre-là, c'est fascinant, toutes les informations qui sont recueillies là-dedans. Alors, ce livre-là, incluant aussi le livre qu'on a dans le coffret de ESC Distribution, on en apprend énormément sur la série Hellraiser. Donc, pour finir, je vais faire mon palmarès de la série Hellraiser. Donc, dans l'ordre, du pire au meilleur. Alors, en 11e position dans la série Hellraiser, je mettrais Hellraiser Hellworld, qui n'a pas du tout rapport. C'est vraiment un film qui est rapiécé, un scénario qui n'était pas du tout dédié à être un film de Hellraiser, et ça paraît quand on écoute le film. On a intégré des Cénobites là-dedans, mais ça fonctionne plus ou moins. C'est un film qui est complètement raté, à mon avis, qui a le mérite quand même d'avoir Lance Henriksen et Henry Cavill. Donc, en 11e place, Hellraiser Hellworld. En 10e place, Hellraiser Deader, qui est encore une fois un film qui n'est pas très beau visuellement, qui se passe à Bucarest, avec justement une reporter qui enquête sur une espèce de secte qui va être reliée à la fin du film aux Cénobites. Mais encore une fois, un film où on a bricolé un scénario pour intégrer ça à la franchise Hellraiser. En 9e place, Hellraiser Revelation, qui est le film de la série, à mon avis, qui est vraiment une tâche un peu sur cette série-là. Un film que les frères Weinstein ont fait pour se débarrasser parce qu'ils voulaient garder les droits sur la série, et ça paraît un peu quand on écoute le film. En 8e position, Hellraiser Hellseeker, qui est quand même un bon Hellraiser, qui est pas mal, qui est une histoire qui fait penser un peu à, comme je vous dis, à Jacob's Ladder de Adrian Lyne. C'est pas mal. Au niveau visuel, c'est une des suites qui est assez réussie dans celles qui ont été produites par les frères Weinstein. En 7e position, je mettrais Hellraiser Judgment pour la scène d'ouverture qui est, juste pour ça, ça ferait quasiment un petit court-métrage, on pourrait dire, qui se suffit en lui-même. Juste pour la scène d'ouverture, ça vaut la peine. Mais le reste du film est assez ordinaire. Je dirais que la scène d'ouverture a tellement d'intensité et tellement forte que
je le mets en 7e position. En 6e position, Hellraiser Inferno, qui est une histoire qui fait penser un peu à Bad Lieutenant, mélangée aussi avec l'échelle de Jacob. Donc, encore une fois, on prend un scénario qui n'était pas un Hellraiser et on l'a bricolé pour intégrer des éléments de la série. En 5e position, Hellraiser Bloodline, espèce de chef-d'œuvre manqué de Kevin Yeager qui s'est fait littéralement enlever son film, qui s'est fait charcuter son film. Ça a donné un film qui se passe à la fois dans le Paris du 18e siècle. Ça a amené le personnage de Pinhead dans l'espace au 22e siècle. Donc, il se passe trois périodes de l'histoire dans ce film-là. Hellraiser Bloodline qui était très... c'était un film qui était très ambitieux, mais malheureusement, à cause du budget, on n'a pas pu se rendre au bout de nos ambitions. En 4e position, Hellraiser Hell on Earth de Anthony Hickox, qui est amusant, qui se passe à New York. Il y a beaucoup d'action dans le film, mais les idées ne sont pas à la hauteur des 2 premiers films. En 3e place, Hellbound, Hellraiser 2, qui va mettre la barre un peu plus haute, mais on reprend beaucoup d'idées que Clive Barker a initiées avec son film d'origine. Le film d'origine garde son charme. C'est le film qui nous a introduit à cette mythologie-là. On l'a évidemment, on est allé plus loin, on a été plus ambitieux avec le 2e film. Qui est presque à la hauteur du premier, mais j'aime beaucoup le premier Hellraiser. En 2e place, Hellraiser, le remake de 2022, qui, à mon avis, est, je dirais, quasiment à l'égal de l'original. Faut donner la première place à Hellraiser, l'original, parce que c'est l'idée de Clive Barker. C'est lui qui nous a introduit à ces personnages-là. Et il a fait une maudite belle job pour un premier film. C'est une série qui était pleine de promesses, mais qui nous a un peu laissé tomber avec beaucoup de suites qui ont pas été à la hauteur de ce que devait être cette série-là. Mais grâce au remake de 2022, on est en droit d'espérer peut-être à un meilleur avenir pour cette série-là. J'ai entendu parler peut-être d'une série télé, Hellraiser, c'est dans les plans. On va voir, c'est arrivé plusieurs fois, il y a eu plusieurs projets de séries télé avec ça, mais ça s'est jamais vraiment concrétisé. Donc, on verra qu'est-ce qui va arriver avec Hellraiser. Donc, ça met un terme à cette émission spéciale consacrée à la saga Hellraiser. J'espère que vous avez passé du bon temps avec moi. On approche de la 200e vidéo. Dans quelques vidéos, on va être rendu à 200 vidéos au Ciné-Club de Rico. Je vais faire une émission spéciale pour la 200e vidéo du Ciné-Club de Rico. Je vais probablement faire des tirages, faire des trucs spéciaux. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé la vidéo et allez farfouiller un peu sur le Ciné-Club de Rico. Vous allez voir, il y a plein de sujets qui vont vous intéresser sur le cinéma. Alors, faites attention à vous et je vous dis à la prochaine pour plein d'autres sujets sur le cinéma. Salut tout le monde!